Madame, Monsieur, je suis très heureux de vous retrouver après un moment, c'est vrai. Le plaisir est renouvelé de recevoir aussi sur ce plateau un de mes anciens invités ici. Je l'ai déjà reçu sur ce plateau, Toussaint Mangala de Force Grise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Alors, aujourd'hui, nous allons parler révision constitutionnelle parce que les sujets s'est invité dans l'actualité au pays. C'est vrai, entre deux matchs de football, on revient tout le temps sur la révision constitutionnelle. D'une part, il y a la présomption auprès d'un camp politique. De l'autre côté, il y a déjà des affirmations sur la pertinence de cette révision constitutionnelle. Alors, faut-il, oui ou non, réviser la Constitution? Pour quelles raisons? Eh bien, c'est sur cela que va porter cette émission. Mais avant de commencer, je voudrais quand même qu'on revienne avec vous sur Force Grise, qui est une association au sein de l'UDPS, les partis présidentiels. Alors, comment vous vous portez, vous et le président de la République? Merci de nous recevoir une fois de plus au nom et pour les comptes de la Force Grise d'UDPS dans votre émission. Ceci constitue pour nous, en ce qui nous concerne, une manque de considération ainsi que de sympathie que vous portez à l'endroit de notre structure. Nous en sommes ravis et nous vous en remercions d'ailleurs en passant. Merci. Ceci dit, il faudrait noter que la Force Grise d'UDPS se porte comme un charme, d'autant plus que notre structure continue à se présenter et à se positionner comme étant, d'une part, l'intelligentsia du parti présidentiel, l'UDPS en sigle, et cela de façon spécifique, et d'autre part, la Force Grise d'UDPS continue à se positionner comme étant la crème des crèmes de la classe politique congolaise actuelle dans les microcosmes politiques congolais du moment. Et cela par rapport au fait que la Force Grise d'UDPS a une qualité intrinsèque en termes de ses membres. La Force Grise d'UDPS a des membres ayant une expertise ainsi que de la compétence avérée, et cela dans divers domaines de la vie sociétale. La Force Grise d'UDPS continue à se positionner comme étant une structure dont les membres ont une expérience professionnelle, et ça fait que nous avons une plus-value à vendre au sein de l'échiquier politique congolais actuel. Mais sur le terrain, qu'est-ce que vous pouvez retenir à votre actif? C'est bien d'être à l'intelligentsia, mais qu'est-ce que vous avez à votre actif? Nonobstant la pertinence de votre interrogation, elle me semble plus être une question qui ressemble à un guet-apens que plutôt une question dont la motivation est celle de pouvoir éclairer l'opinion publique qui nous suit. Qu'à cela ne tienne, l'on doit noter que la Force Grise d'UDPS, en tant que structure élitiste, ainsi qu'un organe technique du parti politique UDPS, nous avons pour vocation de pouvoir produire des offres techniques relatives à ce que l'on appelle politique publique. Donc vous ne faites pas le terrain? Les terrains en tant que politique, nous sommes appelés à les faire et nous les faisons d'ailleurs. Mais ce que j'allais préciser, c'est que en tant que structure élitiste, la Force Grise a d'abord pour prérogative de pouvoir produire des offres techniques susceptibles d'être mises à disposition de ceux de nôtres se trouvant être membres des institutions de la République. Et donc, de ce fait, nous ne sommes pas appelés à pouvoir communiquer ou donner de la voix sur ce que nous faisons en sourdine avec les potentiels membres de la Force Grise ou même les différents acteurs politiques qui prennent en considération les offres que nous mettons à leur disposition. Ok, donc vous êtes une sorte de think tank politique ou dans un parti politique maintenant alors? Au-delà du caractère technocratique de notre structure, nous sommes, puisque nous sommes constitués essentiellement des experts ainsi que des technocrates outillés dans divers domaines de la vie sociétale, la Force Grise d'UDPS demeure une structure politique
constitués des politiques, du reste outillés, des experts dans diverses structures de l'État qui sont déjà prêts à pouvoir assumer des responsabilités étatiques. Et donc, nous restons à la disposition de notre parti, de notre structure, ainsi que de ceux de l'Union sacrée de la République, qui se trouvent être membres des institutions, pouvant, n'est-ce pas, bénéficier de un support intellectuel en vue de pouvoir mettre en exergue ainsi qu'en exécution les programmes du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Alors, justement, quelle est votre approche sur cette question qui s'est invitée dans l'actualité, à savoir la révision constitutionnelle? La révision constitutionnelle. A priori, on devrait savoir qu'une potentielle révision constitutionnelle ne peut aucunement constituer un ballon d'essai tel que nous l'entendons dans l'opinion. D'autant plus que la révision constitutionnelle est une procédure ordinaire. Pour d'aucuns, une procédure spécifique relative à la modification de la Constitution. C'est donc une procédure consacrée par les droits positifs congolais. Et donc, exécuter une procédure prévue dans la Constitution ne peut être considéré comme étant un ballon d'essai. Mais c'est peut-être la pertinence du moment. Partant de cette rhétorique, l'on doit retenir que la révision constitutionnelle, elle est d'abord prévue dans la Constitution. Ce qu'il faut dire, c'est que la Constitution congolaise, celle du 18 février 2006, elle est de type souple, puisque nous distinguons deux types de constitutions. Les constitutions de type rigide, d'une part, et de l'autre, les constitutions de type souple. Et la constitution qui nous régit en ce moment, c'est une constitution de type souple. On sait qu'elle prévoit en son sein un mécanisme de sa propre révision constitutionnelle. De ces faits, la question qui se pose, c'est celle de savoir, en termes de procédure, est-ce que celle-ci a été respectée ou pas? Nous disons qu'au niveau de la Constitution, il a été prévu un mécanisme tel que, pour parler de la révision constitutionnelle, il faudrait d'abord que cette initiative puisse être régulière, c'est-à-dire qu'elle puisse être l'émanation soit du président de la République, soit du gouvernement de la République, soit du Parlement de la République, soit d'une fraction de la population congolaise regroupée autour de 100 000 signatures. C'est ce que la Constitution prévoit. Et dans les cas d'espèce, l'initiative à laquelle vous faites allusion, elle est l'émanation du Parlement congolais. D'autant plus qu'elle émane de l'Assemblée nationale où un député national, fort d'une pétition en modification de la Constitution qui a vu lieu depuis 2021, voudrait aujourd'hui amener la proposition au niveau de l'Assemblée nationale pour que les débats autour de l'éventualité de la Constitution puissent être portés à la place publique. Alors, la question susceptible de poser des problèmes est celle qui constitue en réalité ces derniers temps des spéculations ainsi que diverses interprétations sous tous azimuts. Je vous ai évoqué tout à l'heure la pertinence du moment. Pourquoi est-ce qu'on devrait changer la Constitution maintenant, pas hier et pas demain? Tout à fait. J'en conviens avec vous qu'il y a lieu d'étudier la question relative à la pertinence. Mais ce que l'on doit retenir, c'est qu'au niveau de la force crise d'épaisse, la question a été posée, notamment au niveau de notre commission, la PAJ, que nous présidons. C'était sur l'opportunité même de la révision constitutionnelle en ce moment. Il s'est fait que l'on a relevé, en termes d'opportunité, qu'il y a certaines dispositions de notre Constitution qui sont tombées en désuétude. Ce qui a été fait, c'était quoi? C'est qu'il y a eu un exercice que nous avons pu faire qui consiste à pouvoir mettre à l'épreuve du temps la Constitution du 18 février. Nous sommes en 2006. Et aujourd'hui, naturellement, nous sommes en 2022. Ça fait plus d'une décennie que cette Constitution... Mais elles ne sont pas tombées en désuétude aujourd'hui, ni hier non plus. Non, mais ce que je vous dis, c'est que je vais devoir lister certaines prérogatives, certaines dispositions de la Constitution, je vous en prie, qui semblent être tombées en désuétude à notre égard. Oui, j'ai anticipé. Bon, allez-y, comme ça, notre public ou ceux qui nous suivent peuvent aussi en être informés un peu plus. Je prends la disposition constitutionnelle relative
à la nationalité congolaise. Il est dit, c'est d'ailleurs cristallisé noir sur blanc au sein de notre Constitution, que la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Ça, c'est l'esprit ainsi que la lettre de notre Constitution, celle qui est en vigueur. Mais en pratique, il y a deux mondes entre ce qu'a prévu la Constitution, ce que la Constitution a cristallisé d'ailleurs en termes de principes, ainsi que la pratique institutionnelle. Il vous souviendra que dans ces pays, M. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, à l'époque, avait fait voter un moratoire sur la nationalité congolaise. Et cela, c'était par rapport au fait qu'il a été constaté que dans différentes institutions de la République démocratique du Congo, notamment au niveau de la présidence de la République, que ce soit au gouvernement, ainsi qu'au niveau du Parlement de la République, il a été relevé que plusieurs officiels congolais étaient détenteurs d'une double nationalité. Or, cela entre en contradiction avec non seulement l'esprit, mais aussi la lettre par rapport à la question relative à la nationalité. Et il me semble d'ailleurs que ces moratoires fait voter par M. Kamerhe est toujours d'actualité puisqu'il n'a jamais été levé. Or, la Constitution, elle prévoit autre disposition. Et donc, le fait qu'il y ait cette dichotomie entre la Constitution de la République, dans sa lettre, dans son esprit, ainsi que la pratique institutionnelle sur la nationalité congolaise, nous pensons qu'il est temps de pouvoir finalement lever les voiles sur questions relatives à la nationalité congolaise. Puisque nous avons d'ailleurs remarqué que les États modernes, notamment les États-Unis d'Amérique, qui se trouvent être un des États puissants de la planète, utilisent la notion de la binationalité. Aux États-Unis d'Amérique, vous pouvez être détenteur de plusieurs nationalités, mais jouir de beaucoup de droits civiques ainsi que politiques. Et donc, chez nous, au Congo, l'on devrait considérer que cette question de la binationalité, puisque c'est déjà consacré en termes de la pratique institutionnelle, il est temps que l'on puisse finalement lever les voiles au niveau de la Constitution pour qu'elle soit résolue une fois pour toutes. Ça, c'est la première des dispositions. Mais il y en a tant d'autres. Je prends par exemple la disposition constitutionnelle qui institue les institutions d'appui à la démocratie. Parmi ces institutions, vous avez entre autres, au-delà de la CENI, il y a les CENSAP. Les CENSAP, lorsque vous lisez la Constitution de la République, ainsi que la loi portant organisation et fonctionnement d'une CENSAP, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une institution qui a vu le jour dans une situation post-conflit. On a fait ici allusion au dialogue qu'il y a eu dans ces pays pour que nous puissions, n'est-ce pas, connaître une passation civilisée des pouvoirs et ainsi voir les institutions de la République fonctionner normalement. Or, en 2018, avec la passation civilisée du pouvoir qu'il y a eu entre un président public élu ainsi que son prédécesseur, l'on a consacré un nouvel esprit qui constitue à pouvoir passer les flambeaux à celui qui a gagné les élections, sans pour autant que l'on puisse se retrouver autour d'une table, sans pour autant qu'il puisse y avoir des conciliabules politiques susceptibles de permettre à ce que les uns et les autres puissent se retrouver au finish avec des petites parcelles de pouvoir. C'est ainsi qu'en filigrane, nous nous disons que les CENSAP, au regard de la nouvelle actualité, au regard de la nouvelle configuration politique qui s'est instaurée après l'alternance pacifique qu'il y a eu dans ces pays, n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, ça constitue tout simplement une institution budgétivore. À côté du CENSAP, vous avez des institutions telles que les conseils économiques et sociaux. Or, lisez la Constitution, parcourez-la. Vous allez constater ensemble avec moi que dans la Constitution, les CENSAP, ainsi que la loi portant organisation et fonctionnement de ces institutions, prévoient des prérogatives ainsi que des compétences qui se trouvent être exercées par une autre institution, notamment la Cour des comptes. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes institutions aux mêmes prérogatives. Entre les deux institutions, la Cour des comptes devrait continuer à exercer ses prérogatives, mais plutôt élaguer les conseils économiques et sociaux, prendre certaines de ces dispositions spécifiques et les ajouter
à la Cour des comptes pour qu'elle puisse continuer à fonctionner. Avant que vous puissiez m'interrompre, je dois ajouter une autre constitution. Je dois ajouter une autre constitution. Oui. La constitution congolaise, elle prévoit un parlement bicaméral, c'est-à-dire un parlement à 2 chambres, notamment l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat. Mais lisez la constitution, vous verrez que le Sénat ne vient faire que le travail effectué déjà en première lecture au niveau de l'Assemblée nationale. Ça fait qu'en réalité, c'est une institution budgétivore. Et en termes de sanctions, le Sénat n'a pas de sanctions à prendre à l'encontre d'un membre du gouvernement, que ce soit le Premier ministre ou même le gouvernement, un ministre pris de façon sectorielle, le Sénat n'a pas de prérogatives en termes de sanctions. Et donc, vous conviendrez avec moi que telle institution, pour un pays tel que le nôtre, dont le budget est ce qu'il est, ce qu'il représente par rapport au peuple congolais, on n'a pas besoin d'en avoir. Et donc, l'opportunité de modifier la Constitution, elle est là. L'on doit modifier cette Constitution. Je pense que vous êtes en train de m'interrompre, mais il y a encore une autre disposition de la Constitution qui nécessite impérativement à ce qu'elle soit revisitée. Je parle de celle qui consacre en fait l'élection du suffrage universel direct par rapport aux élections législatives des sénateurs ainsi que des gouverneurs de province. Nous sommes en 2018, il y a eu tollé en rapport avec les élections sénatoriales. Les députés provinciaux, les grands électeurs, ont fait ce qu'ils ont fait et la classe politique congolaise était en émoi de constater qu'on a fait mention d'une fraude à grande échelle. À l'époque, les chefs de l'État étaient contraints de pouvoir convoquer le président de la Cour constitutionnelle en vue de s'entretenir sur la question. Il s'en est suivi dans la foulée que le chef de l'État a fait même une proposition en termes de modification de cette disposition constitutionnelle. Il voudrait que nous puissions passer d'une élection à suffrage universel direct qui concerne en fait tout le monde au lieu de passer au second degré concernant les députés provinciaux. Et donc, vous comprenez qu'en termes d'opportunité, c'est plus que le moment de pouvoir modifier cette constitution dans certaines de ces dispositions qui sont tombées en désuétude, dans certaines de ces dispositions qui aujourd'hui se révèlent ne plus être adaptées à la configuration politique actuelle ainsi que sociale de notre pays. Oui, sauf que pour certains analystes, on ne peut pas changer la règle pendant le jeu, en cours de jeu. Pourquoi est-ce que on ne devrait pas attendre les élections de 2023 pour cette fois-là refonder totalement? D'autant plus que dans les camps proches du chef de l'État, il a été même proposé aussi la création d'une nouvelle république avec un mandat dévolu au chef de l'État de 7 ans. Parce que tout ce que vous dites là, ça paraît comme en réalité un subterfuge juste pour permettre au président actuel d'être plus à l'aise, plus confortablement assis, alors que son bilan n'est pas terrible. Question relative au bilan, je ne sais pas, on pourrait y revenir dessus. Mais par rapport à la Constitution de la République, ce qu'il faut noter, c'est que les législateurs congolais, celui de 2006, le constituant de 2006 a été prévoyant. Il a pris en charge la question relative aux matières susceptibles d'être modifiées au niveau de cette Constitution. Quelle a été la prévoyance de ces constituants? Il a pu dégager 2 types de matières au niveau de cette Constitution. D'un côté, les matières susceptibles de révision constitutionnelle. Il s'agit là d'une panoplie de matières qui peuvent être soumises à une éventuelle modification au niveau de notre Constitution. Oui, ça vous l'avez d'un côté. dit. De l'autre. Moi, ce que je voudrais vous faire voir, c'est que le discours que vous tenez ici, il a été tenu en son temps par le FCC et les PPRD. Et vous vous étiez levé comme un seul homme à l'époque avec un certain Martin Fayoulou pour bloquer
une quelconque révision de la Constitution. Mais aujourd'hui, vous sortez la même recette que vous voulez faire passer comme une pilule amère enrobée à la population. Je vous ai entendu citer M. Fayoulou. Ça, c'est l'histoire qui est la vôtre. Dans ce qui nous concerne, dans ces pays, la République démocratique du Congo, il est de notoriété publique que les partis politiques qui ont défendu cette constitution bec en ongle contre la Kabylie, c'est l'UDPS. Fayoulou est allé... N'oubliez pas que nous avons passé plus de 37 ans dans l'opposition pour défendre ce qu'on appelle l'état de droit. C'est même cela qui constitue en fait les chevals de bataille de notre parti politique. Et vous en faites bon usage aujourd'hui? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Ce dont nous sommes en train de parler, c'est qu'en termes de défenseurs de cette constitution, il n'y a pas mieux que l'UDPS. Il n'y a pas mieux que notre président des Rêves Mémoire, je cite le président Etienne Tshisekedi Ouamolumba, qui a donné toute sa vie, a tout sacrifié pour que la République démocratique du Congo, en termes de la légalité, en termes de respect des règles constitutionnelles et tout ce qui constitue en fait l'architecture juridique de notre pays, puisse être respecté. Et donc, si vous citez M. Fayoulou, ça c'est votre problème, mais nous savons que c'est l'UDPS qui a été à la lutte pour que cette constitution soit respectée dans tous ses articles, notamment... Et qui veut aujourd'hui violer la Constitution. Il n'y a pas question de violation de la Constitution. Réviser la Constitution sur mesure. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi? Mais c'est parce que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous disais tantôt que la Constitution a prévu qu'il y a des matières susceptibles de modification. Mais ça remonte là-dedans, Kamer est président de l'Assemblée nationale. J'ai même perdu, ça remonte à des lustres. Mais pourquoi est-ce que depuis tout ce temps, cette question, on ne l'a pas abordée et vous vous étiez même opposé, si je ne m'abuse pas? Là-dedans, il y a des matières susceptibles de modification. Mais de l'autre côté, c'est ce que vous ne voulez pas entendre. C'est que la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, elle a prévu qu'il y a des matières dites intangibles ou des matières soit verrouillées, qui constituent en effet l'âme de la Constitution en question, qui constitue en fait l'axiome fondateur de cette Constitution. Y toucher, n'est-ce pas, serait vider de toute substance cette Constitution. Il s'agit notamment des matières reprises autour de l'article 220 qui prévoit notamment la matière relative à la forme républicaine de l'État congolais, le pluralisme politique, la durée et le nombre du mandat du chef de l'État. Bon, ce sont des matières qui ne peuvent être retouchées. Et donc, si révision constitutionnelle il y a, nous, au niveau de l'UDPS, nous allons respecter la Constitution. C'est-à-dire que la révision constitutionnelle va porter sur les matières susceptibles d'une éventuelle modification. Et les matières dites intangibles, les matières dites verrouillées par la même Constitution à laquelle vous faites allusion, ces matières ne seront jamais touchées. Au niveau de la force grise d'UDPS, nous avons une proposition. C'est que les débats au niveau de l'Assemblée nationale, c'est un débat républicain, puisque vous le savez, autant que moi, l'Assemblée nationale constitue une institution politique par excellence. Et donc, les débats, on ne saura pas les contrôler. Mais nous disons ceci, pour ceux de nôtres, puisque nous avons la majorité entre nous, qui voudraient à ce que l'on puisse non seulement modifier la Constitution dans ses articles révisables, mais qui voudraient aller au-delà, c'est-à-dire toucher au pacte républicain qui lie les peuples congolais d'une part, ainsi que la classe politique d'autre part, c'est que l'on ne puisse pas y toucher, mais au contraire, la proposition de la force grise d'UDPS, c'est que nous puissions carrément passer à une nouvelle république, notamment la 4e République, avec une nouvelle constitution, laquelle va mettre sur pied un ensemble de règles juridiques qui seront opposables à tous comme d'habitude, et que ces règles vont amener à la place publique, entre dirigeants et dirigés, une nouvelle façon de concevoir les choses, un nouveau pacte républicain qui va en fait régir la classe politique ainsi que le peuple congolais dans le nouveau pacte républicain prendrait sur lui notamment la question du mandat de chef de l'État aussi. Pas forcément, puisque je vous dis que dans cette constitution, il y a impérativement des articles qui devraient être modifiés. Dans la constitution actuelle, par exemple, entre autres, vous allez constater que
on a prévu dedans les institutions provinciales. Vous avez là-dedans les assemblées nationales, d'une part, de l'autre, les gouvernements provinciaux. Et l'objectif Les assemblées principal, provinciales ou nationales? les assemblées provinciales. Ah oui, oui. Oui, parce que- L'objectif principal du constituant était celui de voir les développements locaux commencer au niveau de la base et rapprocher d'un côté les dirigeants ainsi que les dirigés. Mais malheureusement, le développement local dont question n'est jamais arrivé. Il n'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que les assemblées provinciales connaissent une difficulté en termes de fonctionnement. Vous allez constater que les assemblées provinciales sont là, avec des députés provinciaux, en train de nourrir des motions intempestives qui font bloquer le fonctionnement des gouvernements provinciaux. Et de ce point de vue, on ne sait pas connaître finalement, c'est le pourquoi ces assemblées provinciales ont été mises sur pied, c'est-à-dire rapprocher les gouvernés de leurs entités ainsi que de la population congolaise d'une part, et de l'autre, pouvoir permettre à ce que l'impulsion en termes du développement local puisse partir de la base et atteindre les sommets. Et donc, vous comprenez qu'au niveau de la Constitution actuelle, il y a tellement de choses qui devraient être modifiées que la question ne se résume pas au niveau de la durée ainsi que du nombre de mandats du chef de l'État. Je pense, à mon humble avis, que ça c'est superfétatoire. Parce qu'il y a certains Congolais qui estiment que 5 ans pour un président de la République afin de dérouler et de mettre en exécution son programme de gouvernement, c'est le pourquoi il a été élu, ce n'est pas possible. Ça, c'est encore discutable, mais en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il y a plus important que les questions liées à la durée ainsi qu'au nombre du mandat des chefs de l'État. Parlons Assemblée. L'Assemblée nationale, elle a effectué sa rentrée de mars. On attend notamment qu'elle traite en urgence la question de la loi électorale parce que l'année prochaine, c'est déjà les élections. Alors, est-ce que vous pensez qu'il sera possible d'amener les deux aspects de ces deux lois, réviser l'autre et travailler sur la deuxième dans la foulée? La rentrée parlementaire du 15 mars a eu lieu. C'est une session ordinaire. Et j'ai suivi religieusement les discours du speaker de l'Assemblée nationale, le président Bosso, a rappelé à l'intention de l'opinion que l'Assemblée nationale venait d'ouvrir une session assez cruciale, d'autant plus que c'est une session qui va précéder l'organisation des élections, notamment la présidentielle, les élections nationales législatives, provinciales, ainsi que les élections au niveau local. Et donc, à l'attention de ses collègues députés nationaux, le président de l'Assemblée nationale a appelé à plus de responsabilités et les a fait comprendre qu'au niveau de son bureau, la célérité en termes d'urgence sera portée sur les lois en rapport avec l'organisation des élections. Il a fait un discours pour les faire comprendre que les élections, dans ces processus électoraux, il y a aussi un travail législatif dévolu à sa Chambre. Et donc, chacun des députés avait une lourde responsabilité de pouvoir s'activer de telle sorte que la centrale électorale, la CENI en sigle, ne puisse pas connaître un retard par rapport à l'organisation des élections. Et donc, il faudrait que tout le monde s'active de telle sorte que les lois ayant trait aux élections puissent être examinées en priorité. Et parmi ces lois, il y a la loi électorale. Nous, au niveau de la force grise, nous pensons que cette loi, elle est capitale. C'est une occasion, d'ailleurs, qui est donnée au peuple congolais et pour que nous puissions finalement apporter des réformes par rapport au processus électoral que nous voulons être apaisé, crédible et transparent. Nous en appelons au retour. D'abord, avant de retourner à un système, nous voulons assez que le système du seuil électoral qui a été imposé par la Kabylie des tristes mémoires puisse finalement être élagué pour que nous puissions quitter
du système du seuil à celui de la majorité simple. Mais ce seuil n'était pas si mauvais que ça. Non, il a des inconvénients. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle. Il permettait parce qu'il y a quand même un excès des partis et formation, regroupement, enfin, formation politique. Aujourd'hui, avec les regroupements politiques, cela a permis de tamiser et de ne garder que les formations qui sont les plus viables. Ce n'est pas une mauvaise chose. Dans la Constitution de la République démocratique du Congo, il y a un principe qui a même été cristallisé comme étant un des principes sur lesquels on ne peut pas revenir. Parmi les éléments se trouvant au niveau de l'article 220 de la Constitution, il y a ces fameux principes du pluralisme politique. Et c'est donc légal, en commençant par la Constitution ainsi que les lois de la République, que d'avoir plusieurs partis politiques. Même en politiques. France, un pays de vieille démocratie, vous voyez bien qu'un chef d'État, pour devenir chef d'État, il vous faut au minimum 500 signatures. Ça veut dire que vous ne vous réveillez pas un matin, vous décidez de briguer un mandat. Il faut quand même qu'on puisse être bien sûr que vous ne venez pas faire perdre du temps à la République, que vous êtes représentatif de quelque chose. Il y a une nuance qui se dégage quant à l'aspect auquel vous faites allusion. C'est que les systèmes de parrainage n'ont pas été retenus par la Constitution congolaise. Et donc, quand vous lisez que ce soit la Constitution congolaise ainsi que la loi électorale, on ne parle pas du système de parrainage. Or, en France, c'est un système qui est démis, donc cela ne nous concerne pas. Mais en ce qui nous concerne chez nous, c'est que c'est le système du seuil. Ce système a pour avantage de privilégier les partis politiques nantis ou les partis politiques dits les grands, en fait. Comme l'UDPS. Entre guillemets. Comme l'UDPS. Or, le système de la majorité simple a pour avantage de pouvoir donner droit au chapitre l'existence des petits partis politiques ainsi que des indépendants en termes de leur représentativité au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que la Constitution, elle est claire quant à ça. Mais il y avait bien eu un débat en son temps qu'un indépendant, il ne peut pas être indépendant, il doit représenter bien un courant politique et que le courant politique ne peut pas être représenté par un individu et que souvent les indépendants, quand ils sont élus, ils vont finir par s'allier à une tendance ou une autre. Mais ça doit être bien clair dès le départ. Ça nous ferait gagner du temps. Soit nous sommes respectueux de nos lois, soit nous ne le sommes pas. Pas les deux à la fois. Nos lois ont prévu noir sur blanc qu'un individu a la possibilité de s'affilier à un parti politique de son choix. Mais nous sommes dans l'interprétation des lois. J'ai dit, la première partie de cette consacration, de cette émission a été consacrée à votre interprétation de la loi. Vous estimez qu'il va falloir qu'on puisse faire comme vous voulez. Donc, non, il ne s'agit pas de faire comme nous voulons. Je vous ai démontré noir sur blanc que cette constitution, mise à l'épreuve du temps, 2006-2022, plus d'une décennie durant, elle est en train de tomber en désuétude dans certaines de ces dispositions. Je n'ai pas dit toutes les constitutions de la Congo, toutes les dispositions de notre constitution, mais certaines de ces dispositions sont en train de tomber en désuétude et je les ai listées ici. Je vous ai même donné les différentes propositions émanant de ma structure, la force UDPS, par rapport à une potentielle modification des dites dispositions. Mais concernant les systèmes électoraux, nous disons que les systèmes de la majorité simple, c'est un système qui est avantageux parce qu'il donne droit au chapitre, aux indépendants, aux petits partis politiques, entre guillemets, de pouvoir être représentés au niveau de l'Assemblée nationale, puisque la Constitution de la République démocratique du Congo a prévu à ce que tout un parti politique, en tout cas, petit soit-il, puisse avoir droit au chapitre en termes de ça. Et qu'est-ce que vous voudrez encore qu'on change dans la loi électorale, avec les risques que cela peut amener un autre débat qui peut facilement déboucher sur un glissement. Or, le chef de l'État a promis d'organiser les élections dans le délai. Nous pensons que nos députés, à nous, seront conséquents. C'est les lieux de rappeler et d'interpeller les députés nationaux, de savoir que, quoi qu'ils fassent, ils devront avoir à l'esprit la bonne date par rapport à la tenue des élections. Les élections ont été annoncées par la centrale électorale pour l'année 2023. Et donc, dans les travaux législatifs qui sera fait au niveau de l'Assemblée nationale, les députés nationaux sont censés mettre cette donne dans leur mémoire pour que, quoi qu'ils fassent, nous puissions tenir cette date comme convenu. Mais il faudrait aussi rappeler que les élections
sont une prérogative, hein, en tout cas le processus électoral, que ce soit du début jusqu'à la fin, sont une prérogative exclusive de la centrale électorale. Jusqu'à présent, à ce que je sache, il n'y a pas encore un calendrier électoral, mais sinon les indications démontrent à ce que les élections pourraient être tenues en 2023. Sinon, nous attendons à ce que la centrale électorale puisse nous fixer par rapport aux différentes dates. Mais en termes de réformes au niveau de cette loi, hormis cet aspect du seuil électoral, nous pensons qu'il était temps, en tout cas, pour que nous puissions retourner au système de l'élection présidentielle à 2 tours, puisque nous avons constaté que l'élection présidentielle à tour unique, elle a des inconvénients, notamment le fait que le président public soit élu et que certains contestent sa légitimité. Pour pallier à cette lacune, nous disons, nous, au niveau de la force grise de PES, nous sommes favorables à ce que cette élection puisse retourner au système ancien, celui des tours, pour donner plus de légitimité au président public qui sera élu. On attendait aussi avec la rentrée la prise en compte de la loi dite Tchani sur comment dire, la nationalité justement. C'est aussi en rapport avec ça. Mais hélas, ça n'a pas été le cas. Déjà, il faut préciser à l'intention de nos amis qui nous suivent, c'est que M. Tchani n'a pas compétence ou qualité de pouvoir émettre une proposition de loi. Il n'est pas député national. La loi a été endossée par un député. Tout à fait, c'est ce que j'allais même préciser. C'est que, en tant que citoyen congolais intellectuel de surcroît, il est à même de pouvoir réfléchir et amener, n'est-ce pas, une initiative qui peut être endossée par un député national. C'est ce qui a été fait. Il y a un député national qui a endossé sa responsabilité. Cette loi, en ce qui nous concerne, nous disons qu'elle tombe à pic, elle tombe à point nommé, dans la mesure où il vous souviendra de l'histoire politique la plus récente de notre pays avec certains de ses voisins. Je ne veux pas énumérer certains États ici, au risque de frustrer et plomber certaines relations diplomatiques de notre pays. Mais il y a eu un génocide en 1994 dans un pays voisin. Et vous savez ce qui s'est passé depuis ce génocide jusqu'à ce jour. Et donc, il est prévoyant et clairvoyant pour nous, la République démocratique du Congo, ayant 9 voisins. Il y a des États qui en ont plus, mais sinon, en Afrique, avoir 9 voisins, c'est un casse-tête en fait. Donc, il est de bonne loi pour nous, la République démocratique du Congo, de pouvoir prendre des dispositions de telle sorte que certains de nos voisins qui se trouvent être dérangeants ne puissent pas demain nous infiltrer au plus haut sommet de l'État pour que nous puissions avoir des dirigeants imposés. Je pense que M. Tchani, ce qu'il prévoit, il était temps que cela puisse arriver. On ne peut pas être la République démocratique du Congo, un pays ayant un sous-sol aussi riche en minéraux et en toutes sortes d'ailleurs de minéraux tels que les nôtres, et c'est permettre à ce que nos lois ne soient pas assez protectrices de notre souveraineté. La proposition Tchani a pour avantage, n'est-ce pas, de pouvoir permettre à ce que tous les Congolais, que ce soit des pères et des mères, ou les Congolais lambda, les Congolais ayant d'autres nationalités, puissent jouir de certains avantages. C'est ce que les gens ne veulent pas expliquer aux autres. La loi Tchani n'est pas discriminatoire, telle que je l'entends dire dans l'opinion, parce que par essence, toute loi elle est discriminatoire. Ça, c'est notre débat. Déjà, au niveau de la loi électorale, lorsqu'on dit, pour être candidat président public, il faudrait avoir telle qualification, c'est discriminatoire. Ouais. Puisque vous le savez que tous les Congolais n'ont pas une qualification au niveau universitaire. Quand on dit qu'il faudrait avoir 100 000 $ en termes de caution électorale pour être porté comme candidat président public, je voudrais bien être candidat président public, mais je n'ai pas cette somme qu'on me demande. Et donc, toute loi, par essence, elle est discriminatoire, mais seulement, cette discrimination, elle est positive, d'autant plus qu'elle vise des catégories, elle vise des groupes et non des individualités ou des personnes. Pour revenir à ce que l'on disait par rapport à la loi Tchani, c'est qu'en termes d'avantages, elle prévoit assez que chaque Congolais, qu'il soit Congolais des pères et des mères, qu'il soit Congolais avec autant de nationalités, a des droits. Mais seulement, ces droits-là sont limités. Pour les Congolais ayant la nationalité congolaise à 100%, ceux-là ont la possibilité de pouvoir briguer la magistrature suprême. Mais les autres ne pourront pas postuler, par exemple, à des postes ou à des fonctions de responsabilité ayant trait à la souveraineté de notre nation
ou qu'on appelle les fonctions régaliennes. Donc c'est protecteur, parce que même en France, les Français d'origine congolaise n'ont pas les mêmes droits. Mais hélas, l'Assemblée nationale n'a pas trouvé pertinent cette démarche. Non, ce qui a été fait, c'est que la loi n'a pas été alignée. Oui, attendant, elle n'a pas été alignée, justement. la proposition n'a pas été alignée. Oui. Attendons à ce que le processus puisse aboutir. Parce qu'avant que la proposition puisse être alignée au cours d'une session parlementaire, il y a tout un processus par lequel elle devrait passer. On va parler du chef de l'État. Il a eu des problèmes de santé. Au moins, il est congolais, ça c'est sûr, à 100%. Mais il peut aussi être empêché de travailler lorsque sa santé n'est pas bonne. Dernièrement, les gens ont commencé à se poser des questions. Il y a eu d'autres qui ont eu des pronostics alarmants. Bon, il est vrai qu'on l'a vu après dans pas mal d'activités et dernièrement même, il est allé au stade de martyr. Mais il va toujours bien. Aussi soit-il homme et institution à la fois, le chef de l'État demeure néanmoins une personne humaine, c'est-à-dire soumis à l'imperfection due à la race humaine. Notamment être en proie à la maladie et à toutes sortes d'imperfections. C'est logique de tomber malade. Mais seulement, je comprends cette crainte et inquiétude de certains de nos compatriotes, d'autant plus qu'un chef de l'État a une stature la plus haute dans notre pays au niveau de la hiérarchisation des personnalités politiques, parce qu'il est le seul à être à la fois un humain et une institution. Dans notre culture, le chef est sacré, il ne peut pas tomber malade. Non, et non. quand il commence à tomber malade, généralement, ça se termine mal. Sur le plan médical, la santé d'une personne, elle relève de la vie privée. Mais seulement quand on est chef de l'État, ça devient une question de sûreté nationale, ça devient une question de sécurité pour sa population, ainsi que d'inquiétude, ce qui est tout à fait normal. Ce que nous disons est que nous autres, nous sommes factuels. Nous sommes factuels puisque si on sait faire cet exercice en termes de faits, on va se rendre compte que le chef de l'État se porte à merveille. Notamment le fait que pendant sa convalescence, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous souhaitons d'ailleurs une santé de fer, ainsi qu'une convalescence empreinte d'amour et de beaucoup de considérations, de prières de la part de sa population, a reçu la délégation de l'ambassade congolaise au niveau de Bruxelles. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a encore toutes ses facultés, que ce soit intellectuelles ou physiques, en place. On l'a vu prendre un avion ordinaire, ce qui n'était pas ce qui n'était pas le cas s'il avait des ennuis physiques assez énormes, puisqu'il n'a pas pris un avion médicalisé, mais plutôt un avion ordinaire. On a vu le chef de l'État s'offrir un bain de foule à l'aéroport d'Ndjidi, à sa descente d'avion. On l'a vu aller faire un petit tour de réconfort à l'endroit de nos compatriotes qui ont perdu les leurs dans l'incendie à des bonhommes. On a vu le chef de l'État présider un conseil des ministres marathon le vendredi d'après son arrivée à Kinshasa. On l'a vu les jours suivants présider et donner les go au niveau du séminaire qui a été organisé par rapport au programme du développement des 145 territoires congolais. On l'a vu au stade du martyr hier, ça veut dire que le chef de l'État se porte bien. Et même si le pire était arrivé, sachez qu'il n'y a pas péril en demeure, d'autant plus que la constitution congolaise, elle est assez claire là-dessus. Il y a un régime d'intérim qui a été organisé si jamais les chefs ne se trouvent pas. Et est empêché. Mais alors, on va terminer parce qu'on l'a vu au Conseil de ministres tenir un conseil marathon. Justement, ça participe de la com parce qu'il ne le faisait pas. Il avait, à la différence de Ilung Kamba, où il présidait tous les conseils de rédaction, tous les conseils des ministres, eh bien, là, il a laissé la main à Sama Lukonde parce qu'il est sûr que Sama Lukonde ne peut pas lui faire un enfant dans le dos. Mais en même temps, il y a des soucis avec ce gouvernement-ci qui peinent à rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, je crois que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Oui, nous sommes à la fin de l'émission. J'aurais voulu qu'on puisse avoir une émission consacrée et élaborée pour que nous puissions parler. Ce n'est pas impossible non plus. Pour que nous puissions analyser
les rendements du gouvernement Ouais, Sama je Lukonde. pense que c'est une bonne chose, on va le faire la prochaine fois. Mais d'entrée de jeu, déjà Ouais. par rapport à cette question, pour clore, il faut dire que j'ai fait confiance en fait au discours du chef de l'État à l'Expo de Dubaï lorsqu'il affirmait que le gouvernement Sama Lukonde ne s'est pas rencontré en termes d'impact sur la vie sociétale des Congolais. Il a un impact assez faible. Donc j'ai fait confiance au chef de l'État et je pense que normalement, il devrait tirer les conséquences de ces discours pour appeler à carrément ce que l'on appelle réaménagement technique en vue d'extirper de ces gouvernements les flops politiques puisqu'il y en a nombreux. Merci beaucoup. Nous allons terminer cette émission par là, en promettant de revenir peut-être sur une émission spécifiquement consacrée au bilan de Sama Lukonde. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. À très bientôt sur notre antenne.